Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le parlementaire congolais Christophe Lutundula. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Je le disais en fin de première partie que vaille, on a réussi quand même à obtenir un accord qu'on appelait accord de la Saint-Sylvestre parce qu'il est intervenu le 31 décembre 2016, un accord qui a suscité beaucoup d'espoir, mais apparemment, il a du plomb dans l'aile. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, c'est que le président n'a jamais accepté cet accord. Il n'y a pas que l'accord. La résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée à l'unanimité, qui a appuyé l'accord et qui a demandé qu'on l'applique. C'est toujours la logique du défi permanent, la logique d'un coup d'État permanent qui ne dit pas son nom. Je suis fort, j'ai des instruments de répression, j'ai le moyen financier, j'ai le pouvoir d'État, que celui qui veut vienne m'affronter. C'est ça qui s'est passé. Permettez, même quand vous parlez des élections, tous ces scandales financiers qui inondent les médias nationaux et internationaux aujourd'hui sur des questions d'argent en RDC. Cet argent est venu d'où et il était où? Voilà. Donc je voudrais que cette histoire d'argent, on n'en parle plus. Donc aujourd'hui, l'accord, le président ne l'a pas accepté. Pourquoi? Parce que non, vous ne direz pas que le président ne l'a pas accepté. Le président l'a accepté, bien entendu, mais c'est dans l'application, dans des actes au lendemain, maintenant, qu'on a quelques... La non-application, quelque part, est une sorte de conséquence logique d'une disposition d'esprit, d'une volonté politique. Conclure un accord, c'est une chose. L'appliquer, c'est une autre. C'est peut-être la plus difficile. Oui, mais il faut comprendre dans le cas d'espèce, n'est pas appliqué. Oui, mais justement, dans le cas d'espèce, au lendemain de l'accord, on devrait voir quand même la nomination d'un nouveau Premier ministre, la formation d'un gouvernement, mais on a mis du temps à désigner celui-là qui sera Premier ministre. C'est là où le bas blesse. Je n'aime pas qu'on dise qu'on a mis du temps. Mais on a mis du temps. Le président Kabila n'était pas disposé d'appliquer l'accord. L'accord est clair. Tous nous avons accepté, y compris sa famille politique. Ses représentants qui parlaient avec lui en permanence. Celui qui vous parle, c'était le chef de délégation adjoint du Rassemblement aux négociations. Nous avons convenu. Pas de révision constitutionnelle, pas de référendum. Il y a toujours des velléités de référendum. Pas de troisième mandat pour le président de la République. C'est des questions qui sont quand même réglées, non? Se régler sur le plan des principes, c'est la mise en œuvre. Parlez-moi plutôt de la désignation du Premier ministre. J'en viens. Donc ça n'a pas arrangé le président. Et le président ne s'est jamais mis en tête avec ses partisans que le mandat est terminé, que nous sommes en période d'illégitimité qui a été comblée sur un plan par beaucoup plus concret, on va voir qui a respecté, qui n'a pas respecté. Oui, j'en viens. Justement, parlons-nous de la désignation du Premier ministre. Le Premier ministre, nous n'avons jamais convenu d'une liste de candidats. Il faut lire l'accord. Donc le président dit il faut une liste. Vous dites non, il faut désigner un individu. Non, c'est pas nous disons. C'est l'accord qui dit. Oui, la clause. Chacun interprète désormais. La clause. La clause 3.3 qui dit ceci. Le gouvernement de la République est dirigé par un Premier ministre présenté par l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Barre rassemblement est nommé par le président de la République par une ordonnance, conformément à l'article 78 de la Constitution. Présenté. Et aujourd'hui, je peux vous certifier que le feu de président Tshisekedi, que son âme repose en paix, avait laissé un Premier ministre. Moi, j'étais parmi les rédacteurs de la lettre de transmission. Je peux le dire aujourd'hui. Un Premier ministre pas désigné par lui. Parce que c'est son fils, on dit c'est désigné par lui. Non, c'est nous, les composantes de rassemblement, qui avons demandé. Et les évêques ont amené la lettre au chef de l'État, Joseph Kabila. Il a refusé de la prendre. Le président aurait voulu qu'on lui présente une liste de personnalités. Mais en vertu de quoi? Bien entendu, mais vous aussi de l'opposition, étant donné que le temps joue contre vous ou contre tout le peuple. Le temps ne joue pas contre nous. Ça joue contre tout le monde, contre tout le peuple congolais. Mais il fallait aller vite. Il fallait quand même essayer de ne pas entrer dans ce jeu en lui proposant les trois meilleures personnes que vous avez préférées. Ce n'est pas un problème de personnes. Je vais vous donner des cas. Quand Mugabe négocier avec Morgan au Zimbabwe. Ils se mettent d'accord. Ce n'était pas question que Morgan vienne s'effondrer dans Mugabe et dans son parti, ni Mugabe non plus. Mais on a accepté de cohabiter, de coexister pour conduire le pays aux élections. Guillaume Soro et Babo n'étaient pas des amis, vous êtes d'accord avec moi. Mais à un moment donné, au Ouagadougou, tout le monde s'est mis d'accord et
Gbagbo a accepté de cohabiter avec Soro. Soro mêmement. C'est exactement la situation à RDC. C'est pas que nous devenions de Kabilis. Donc vous voulez dire que le président Kabila n'a pas voulu de cohabitation? Non seulement de cohabitation. Il aurait voulu quand même un Premier ministre que lui l'aurait choisi. Je peux encore vous dire une chose, parce que j'ai été négociateur, alors vraiment négociateur, au cœur du dispositif. Même quand on négocie avec nos amis de la majorité, ils nous entendent. Il nous a été dit que même si on proposait 3 noms, et si le chef de l'État, si l'autorité morale n'est pas d'accord, il ne le prendrait pas. Rien que la désignation du Premier ministre a fait qu'on a perdu du temps. Et récemment, le président de la commission électorale dit qu'il serait difficile d'organiser l'élection présidentielle avant la fête du 31 décembre 2017. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Le président de la CENI, Corneille Nangaa, c'est un technocrate. Il a pris beaucoup de risques. C'est pas un politicien. Il a pris une grande responsabilité qui n'est pas forcément la sienne. Cette annonce qui a été faite dans un climat, dans un moment où, d'abord à l'étranger, où les esprits sont surchauffés au Congo autour des élections, autour de l'alternance du départ du président Kabila. Moi, je crois que là, c'est avec raison que le peuple a pris ça comme une provocation et le rassemblement entend, avec les autres forces vives de la nation, avec le mouvement citoyen, de contrer cela. Sur le fond, non, Corneille n'a pas raison. Ah bon? N'a pas raison. Je vais m'expliquer. Et pourquoi? D'abord, sur le plan des droits. Ni la Constitution, ni toute autre loi de la République ne donne pouvoir au président de la CENI ou à toute autre institution de la République de renvoyer et de reporter sine die une élection. Ah non, ça, le président de la Commission, ce n'est pas ce qu'il a fait. Attendez. Le drame pour lui, c'est qu'il a parlé après que le président Kabila ait tenu de propos allant dans ce sens-là. Et malheureusement pour Koné, il donne l'image de quelqu'un qui est son porte-parole et il prend la responsabilité de considérer comme celui qui bloque le processus électoral. C'est dommage pour lui. Lui-même et la direction de la CENI nous dit qu'ils sont à la date d'aujourd'hui à pratiquement 37 millions d'enrôlés. 80% d'enrôlés sur les 45 millions prévus. Ça, c'est de 1. 2. Il y a quelques jours, Corneille Nangaa était dans la province du Kasaï, le lieu Kasaï oriental et central. Oui, là où il y a problème, justement. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui-même qui parle. Oui. Les gouverneurs de province l'ont convaincu que la sécurité revient, la pacification là, à plus de 80%. Et le gouvernement de la République essaie de nous dire la situation est maîtrisée. Que vous en preniez à lui, je ne vois pas pourquoi vous auriez fait cela, parce qu'il donne quand même des alertes en disant, attention, si des gens sont chargés de veiller à la sécurité, que chacun joue son rôle. Lorsque le peuple est en surchauffe, je m'excuse beaucoup, on ne fait pas de pareilles annonces. Moi, à l'époque, j'étais jeune, du temps de l'Union sacrée de l'opposition radicale, il aurait fait ses déclarations comme il a fait, ça aurait donné du feu. Le dernier rapport de la mission de l'OIF, qu'est-ce qu'on dit? Que si on termine les élections dans 105 jours, on peut avoir ne fût-ce que la présidentielle. Et la présidentielle est nécessaire parce que, n'oubliez pas, c'est ça la cause de la crise. Troisièmement, on parle de la loi de répartition des sièges. C'est un parlementaire que vous parlez, un vieux parlementaire, 2 fois membre du bureau de l'Assemblée nationale, du Parlement. La loi de répartition des sièges, on ne la vote jamais pendant 45 jours. C'est une loi qu'on peut voter en une semaine. Le calendrier électoral, c'est un instrument de gestion qui prévoit les opérations préélectorales, y compris l'inscription des électeurs, électorales et post-électorales. On a besoin du calendrier électoral. Donc vous voulez dire que le délai est tenable? Le délai est tenable et contrairement à ce qu'on dit, c'est très important. La clause 4.2 de l'accord de la Saint-Sylvestre ne dit pas qu'on peut organiser les élections plus tard parce que le CNSA, le gouvernement et la CENI se sont mis d'accord. Non. Nous avons convenu. Donc, puisque les questions sécuritaires sont aujourd'hui en train d'être résolues, on peut tenir les élections dans le délai. Oui, nous avons convenu d'organiser les élections, 3 élections en une seule séquence. Je veux me faire l'avocat du diable. Oui. Au cas où on n'aurait pas pu tenir ce délai-là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi? Parce que le président de la commission électorale, s'il donne des alertes comme ça, je préfère ne pas dormir sur mes lauriers. Je préfère être avant-gardiste en disant, attention, il se peut que, parce que la situation sécuritaire, on ne le souhaite pas, peut dégénérer à tout moment, bien entendu, parce qu'on est sur un pied de paix armé. La paix, elle est très fragile aujourd'hui dans le Kasaï. Oui. Mais lui-même était là. Ce qu'il a dit avec vous est démenti par lui-même, démenti par le gouvernement, démenti par les efforts de la MONUSCO. De toute façon, vous, à votre niveau, au niveau du rassemblement, vous dites vouloir organiser quand même des actions d'envergure. C'est une question
de volonté politique et de bonne foi. C'est ce qui manque au président Kabila, qui a instrumentalisé la CENI et particulièrement l'appareil judiciaire. Mais qu'allez-vous faire maintenant, M. Ntoundoula, si éventuellement on n'organisait pas les élections? Nous avons prévu, à l'issue de notre conclave, nous commençons les actions de mobilisation de la population. Il vous reste quoi que vous faites alors? La mobilisation de la population. Je n'ai pas envie de raconter des histoires. Oui, le président Tshisekedi est mort, on ne remplace pas Tshisekedi. Vous comprenez? Mais on lui succède. Nous devrions reprendre. Nous avons perdu un grand leader. Avant, c'était Charles Mandoussima, président du G7. C'est à cause de lui que vous ne mobilisez plus du monde? Non, on a perdu un atout. Il ne faut pas raconter des histoires. Tshisekedi est mort, ses idées, ses idéaux restent encore. Mais c'est ça le sens de notre combat. Nous avons décrété le 8 et le 9 septembre 2 journées ville morte d'avertissement. L'objectif, il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas, comme vous avez semblé dire, nous n'avons jamais mobilisé la population pour chercher le président Kabila. Nous avons toujours mobilisé pour marquer la désapprobation, pour exiger le respect de la Constitution et les élections. C'est ça. C'est pas, nous ne sommes pas, nous, des vats en guerre. Qu'auriez-vous choisi si on se retrouve devant deux cas de figure? Si on n'arrive pas à enrôler tout le monde, je veux dire. Il faut enrôler tous les Congolais, c'est leur droit. Mais si on n'y arrive pas, c'est faisable. Je répète. Et ça va se faire. Ça doit se faire parce que peut-être nous sommes à la fin. N'oubliez pas que nous avons un peuple qui nous regarde, qui veut des élections, qui veut l'alternance. N'oublions pas que politiquement, il n'y a pas de solution à la crise sans élection. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondateur et vice-président de la plateforme de l'opposition qui est appelée G7 et vous êtes au sein de cette plateforme chargé des questions institutionnelles. C'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était un plaisir. Chers téléspectateurs, c'était tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.